accueillir justement Gaël Frémont sur la plateforme Ingrebio, qui est plus une plateforme de sourcing et d'information, mais vous ferez mieux que moi, à chaque fois. Je pense pas que je vais avoir besoin de micro, mais si besoin, vous me faites signe dans le fond, vous entendez pas. Donc en effet, Fabrice m'avait demandé d'intervenir suite à une rencontre pour parler un petit peu plus précisément de la filière bio. Et alors on a eu déjà ce matin, je trouve, beaucoup d'exemples inspirants. C'est juste? Non, c'est bon. Et donc voilà, l'idée c'est d'illustrer un petit peu, puisque comme on le disait ce matin, le bio est en forte croissance, donc des risques aussi qui augmentent, notamment en termes de fraude. Et l'idée c'est de vous apporter des exemples que j'ai glanés à droite à gauche d'inspiration de ce qui peut être mis en place pour limiter ces risques. Donc quelques mots d'abord sur Ingrebio. J'ai fondé ce cabinet de conseil, du coup, ça fait 4 ans maintenant, dédié du coup aux ingrédients alimentaires biologiques. Donc les mots-clés, c'est ça, c'est l'ingrédient, l'additif, le PAI, qui peut être utilisé dans la filière bio, principalement alimentaire et compléments alimentaires. Et après sur toutes les thématiques qui concernent le produit, donc que ça soit nutritionnel, que ça soit de la fonctionnalité, de la santé ou voilà, tout ce qui tourne autour de l'éthique et des alternatives dont on a besoin. Donc on a deux volets d'activité principales. Un volet conseil, où du coup on apporte des prestations sur mesure autour de l'ingrédient biologique. Donc ça peut être du sourcing, notamment des recherches spécifiques de fournisseurs bio. Ça peut être des études de marché aussi pour des fournisseurs d'ingrédients qui souhaitent se lancer ou lancer leurs ingrédients en bio et évaluer les potentiels marchés. Ça peut être des études bibliographiques, des veilles réglementaires. On intervient aussi de plus en plus en formation sur la transformation bio et puis bon, voilà, de la rédaction, vous allez comprendre de quoi il s'agit, puisque le deuxième gros volet de mon activité, du coup, c'est l'animation d'un web magazine que vous avez déjà vu passer, qui est du coup le site ingrebio.fr, qui se veut un outil de veille spécifiquement sur les ingrédients biologiques alimentaires et leurs fournisseurs. Pour juste en 2 mots expliquer un petit peu la genèse de ce projet sur lequel je travaille depuis 5 ans du coup. Moi j'ai travaillé pendant 10 ans chez des fournisseurs d'ingrédients naturels, avec un petit peu de bio, mais à l'époque c'était encore une niche et communiquer spécifiquement sur les gammes bio, c'était même pas une question, parce que voilà, le marché était encore pas assez important. Et en contrepartie, j'avais des contacts avec des transformateurs bio qui, eux, commençaient à parler un petit peu de leurs problèmes pour trouver des fournisseurs ou m'interrogeaient justement sur tel ou tel ingrédient. Tout ça, au fil des années, du coup, a mûri et voilà, en 2012, c'est devenu une évidence pour moi qu'il y avait quelque chose à faire à cette interface-là, spécifiquement sur le bio. Apporter de la visibilité à l'offre en ingrédients qui existait, puisque finalement, en fait, elle est beaucoup aussi amenée par des fournisseurs conventionnels qui déclinent un ou plusieurs de leurs ingrédients en bio, sans forcément trop la mettre en avant sur les salons, notamment. Donc apporter de la visibilité à ce qui se faisait et en contrepartie du coup aider, soutenir les industries agroalimentaires qui se lancent en bio ou les transformateurs bio pionniers à développer leurs produits, à innover, puisque c'est quand même un secteur aussi très innovant, en trouvant plus facilement des ingrédients et plus d'informations. Donc on a sur ce site du coup différentes rubriques, la rubrique actualité notamment qui est vraiment là pour parler des fournisseurs et de leur offre. Et puis on traite des dossiers thématiques tous les mois, soit d'analyse de conjoncture, de suite d'événements de la réglementation ou autres. On va également sur les salons, donc on fait beaucoup de veille et de compte rendu des salons, avec toujours un œil focalisé sur le bio ou l'ingrédient, selon les salons. Et on parle aussi également des tendances. Et puis du coup, un petit peu plus récemment, il y a 2 ans,
On a également choisi d'ajouter un module annuaire, puisque clairement les gens venaient sur le site pour trouver des fournisseurs. Et donc on a choisi de mettre en avant cette base de données du coup qu'on avait, pour faciliter toujours la recherche de fournisseurs. Donc quelques exemples de problématiques que l'on peut traiter sur le site. L'idée, c'est d'être en phase avec l'actualité, avec les conjonctures, mais de l'analyser un petit peu plus spécifiquement avec les impacts sur la filière bio. Donc c'était le cas par exemple sur les céréales l'année dernière. On a vu passer le cacao, ça peut être aussi sur des ingrédients additifs comme la lécithine. La lécithine sera-t-elle obligatoirement bio dans les produits bio d'ici quelques années ou pas? Les garagénanes seront-elles interdites en bio ou pas? Enfin, voilà, différents sujets d'actualité. L'idée c'est d'être du coup à l'affût de tous les thèmes et de comprendre les enjeux et les tendances. Voilà un petit peu pour présenter le site. Alors, sur le contexte, je vais essayer d'aller rapidement parce que je pense que dans les grandes lignes, tout le monde a bien compris le contexte. Juste pour reprendre un petit peu les principes fondamentaux de la bio, donc évidemment on parle du consommateur et vous avez peut-être entendu parler des projets de refonte du règlement bio au niveau européen. L'idée à la base était de partir des attentes de consommateurs, donc il y a toute une enquête, un questionnaire fait auprès des consommateurs européens. Donc le consommateur au centre évidemment, et évidemment la réglementation bio encadre tout ce qui est approvisionnement, production, formulation, dans un cadre du coup spécifique. Donc les produits biologiques sont soumis en fait à deux cadres réglementaires, le cadre de l'alimentation générale évidemment, plus un règlement spécifique, un cahier des charges spécifique à la bio. Mais on a également des principes fondamentaux dont on entend souvent parler, qui selon du coup les entreprises sont plus ou moins, on va dire, appliqués, qui sont les principes, alors là j'ai repris les principes de l'IFOAM, qui est l'organisme mondial de représentation de la bio, qui sont 4 piliers fondamentaux, qui sont le principe du coup de respect, en gros, de la santé, de la planète, de l'homme, des principes de précaution et des principes aussi qui sont inclus dedans d'équité, notamment dans les échanges. Donc le règlement encadre notamment tout ce qui est principe de production, d'élevage, mais également de préparation, de transformation, de distribution, d'importation, d'exportation également. Au niveau de la transformation, alors je vous ai vraiment pris les grandes lignes de ce qui est encadré par le bio. Au niveau formulation, on a des listes positives de substances, en particulier d'additifs et d'auxiliaires technologiques, qui peuvent être utilisables en bio pour la partie agricole, mais aussi du coup pour la transformation. La réglementation encadre également tout ce qui est contrôle, certification, voire sanction et étiquetage. Donc il est question par exemple dans la refonte du nouvel règlement de revoir les principes de contrôle de certification par exemple. Vous avez peut-être entendu parler la polémique puisque la France souhaiterait qu'on conserve un contrôle annuel et certains États membres souhaiteraient que ça soit plus flexible. Donc l'harmonisation n'est pas encore faite. Donc aujourd'hui, les contrôles sont faits du coup de manière annuelle et on a des contrôles inopinés par des organismes certificateurs du coup qui sont indépendants et reconnus. Il faut savoir que toute activité biologique, que ce soit par une entreprise qui se crée et qui crée son activité autour du bio ou que ce soit par une industrie agroalimentaire qui veut lancer un produit bio dans sa gamme, toute activité biologique doit normalement être notifiée auprès de l'agence bio. Et c'est à partir de ces notifications qu'on a notamment l'Observatoire de la bio en France, qui produit notamment ce genre de données que vous avez peut-être déjà vu, parce que c'est vrai qu'avec les nouvelles infographies qu'ils produisent, c'est assez facile de les utiliser pour parler de la croissance. Là, en fait, il s'agit des chiffres de mai 2017, donc c'est sur les chiffres 2016, la croissance 2016, mais ils viennent juste de sortir là, et c'est vrai que du coup, j'ai pas mis à jour parce que c'était la semaine dernière, viennent juste de sortir des chiffres sur le premier semestre 2017,
qui confirme les mêmes taux de croissance. C'est vrai que 2016 a été vraiment exceptionnel avec une croissance globale de plus 20%. Et en fait qui concerne toute la filière, c'est-à-dire qu'on a une augmentation du nombre de producteurs, des conversions notamment, donc de la surface agricole utilisée, on a une augmentation du nombre de transformateurs bio, de magasins, et puis de la consommation évidemment. Donc là, en premier semestre 2017, je regardais tout à l'heure, ils annonçaient plus 500 millions de chiffre d'affaires déjà, et je sais plus, plus de 800 nouveaux transformateurs. 830, je crois, nouveaux transformateurs bio qui se sont installés. Alors, qui se sont installés, comme je disais, ou des industries agroalimentaires qui se sont mis à transformer du bio, rien que sur le premier semestre 2017. Petite question, quand j'étais étudiant, on parlait beaucoup de l'Allemagne qui était un marché précurseur. Comment on se situe par rapport à l'Allemagne aujourd'hui? Est-ce que l'Allemagne s'est stabilisée ou est toujours en forte croissance? Je ne sais plus, je l'ai mis après l'évolution de la... Je ne sais plus si je l'ai mis ou pas. On va voir tout à l'heure, mais en deux mots, l'Allemagne est toujours leader au niveau européen quand on regarde les courbes d'évolution. Ils ont une croissance un petit peu moins forte par contre, c'est-à-dire que la France, là, avec vraiment un taux de croissance assez important ces 2 dernières années, du coup rattrape tranquillement la courbe allemande. Donc ils ont toujours une croissance, mais plus ralentie, on va dire, par rapport à la nôtre. Il y a quand même certains marchés pénuriques en Allemagne. Il y a toute une croissance, on a parlé des chiffres, mais je sais qu'il y a des exemples où l'Allemagne surconsomme par rapport à ce qu'ils produisent et du coup c'est des marchés pour les entreprises françaises. Encore aujourd'hui. Ils sont aussi très en avance sur tout ce qui est vegan, par exemple, au niveau marché. Mais c'est vrai que la croissance est très rapide aujourd'hui en France. Et ça, bon, moi je vais parler là surtout des problèmes de fraude d'approvisionnement, mais ça crée des problèmes même au niveau de la vie des entreprises, on dirait, d'investissement, de moyens humains, etc. Ça va très très vite. Pour illustrer le dynamisme global, puisque là c'est les chiffres mondiaux de l'industrie agroalimentaire, en particulier sur le bio. Donc la base Innova montrait une croissance des lancements de nouveaux produits bio. En 2016, du coup, plus de 26 000 produits, donc ça représentait une croissance de plus de 67%, ne serait-ce qu'en 3 ans, là, de 2013 à 2016. Non, je n'avais pas mis les chiffres du marché européen. Donc c'est vrai que, juste pour revenir, quand on regarde un petit peu le détail par continent, on se rend bien compte que c'est vraiment tiré par l'Europe, et notamment l'Europe de l'Ouest, et les États-Unis. Les pays des autres continents, même si voilà, il y a une croissance, mais ont des marchés quand même beaucoup moins développés encore. Mais ceci dit, la Chine est quand même le 3e pays, je crois, le 3e ou 4e pays en termes de marché bio. Alors vous comprenez du coup, je l'évoquais un peu, que le contexte est très tendu pour toutes les entreprises. Et notamment, un point crucial dont on entend beaucoup parler, c'est les approvisionnements. De nombreuses filières, en fait, fonctionnent vraiment en flux tendu. J'avais bien aimé cette image qui avait été citée un jour, c'est-à-dire que la demande augmente, l'offre augmente aussi, puisque vous avez vu, il y a un nombre de conversions important, une augmentation des surfaces agricoles. Mais voilà, les deux petits bonhommes se courent l'un après l'autre derrière en essayant de trouver l'équilibre, et cet équilibre il est vraiment très très tendu. Donc c'est vrai que chaque année on a, pour peu qu'il y ait un aléa climatique comme sur les céréales l'année dernière, là cette année du coup qui s'impacte sur la production de beurre également, puisque alors c'est pas forcément les mêmes explications derrière, hein, les mêmes leviers, mais voilà, il y a une crise aussi sur le beurre bio qui est moins exceptionnelle, on va dire, qu'en conventionnel, puisque du coup l'année dernière c'était déjà le cas, mais du fait de l'offre et de la demande qui sont très tendues. Donc malgré, je vous ai remis ici, malgré 17% d'augmentation de SAU, on a 21% de croissance de la consommation qui fait que c'est des risques de pénurie constants. Ou de fraude. Alors je vais y venir. Si j'y arrive, voilà.
Les risques, du coup, je vous disais, voilà, pénurie. Qui dit pénurie, du coup, notamment si on reste sur le marché français, dit de plus en plus de recours, ou une obligation de recours à l'importation le plus souvent, qui dit aussi augmentation du risque de fraude, bien évidemment. Donc, voilà, si vous avez mis ça, vigilance, en effet, ça c'était déjà apparu en 2013. Alors, quelques exemples de solutions qui ont fait leur preuve, on va dire, où on voit bien que du coup ça apporte des éléments de solution. C'est notamment la structuration de filières. Ça a été déjà cité ce matin aussi en conventionnel, mais on se rend compte que les contractualisations et les constructions de filières en direct avec les producteurs permettent de fiabiliser quand même les échanges. Avant de parler de cet exemple-là, quand on avait travaillé sur le dossier céréales l'année dernière, un producteur de farine en Bretagne me confirmait en effet que, heureusement qu'il avait des partenariats très forts avec ses producteurs, ça lui avait permis de sauver, on va dire, 80% de ses volumes, ce qu'il n'aurait pas pu sauver s'il n'avait pas eu ces partenariats. Donc il avait quand même 20% de problèmes, on va dire, 20% de besoins à l'importation, mais il avait quand même réussi à couvrir 80% de ses besoins grâce à cette filière qu'il avait construite depuis une longue date. Alors un exemple du coup, parce que la particularité en fait de filières qui se construisent de plus en plus aujourd'hui en bio, c'est des filières tripartites. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les producteurs agricoles avec les acheteurs industriels. On essaye d'impliquer également la distribution, la grande distribution le plus possible. Donc c'est ce qu'a fait Biocop, je ne sais même plus si c'est de 1 ou 2 ans, il y a 2 ans je crois. Biocop a une filière dédiée un petit peu à ça, qui est la filière Ensemble. Mais là, c'était intéressant parce que c'était vraiment une création de filière qui n'existait quasiment pas, la filière lait de chèvre. Or, le besoin augmente vraiment de manière significative. Et donc, l'idée a été de créer une filière de bout en bout pour inciter des producteurs à s'installer, voire ou à se convertir, en leur garantissant des débouchés à la fois dans la transformation, dans la vente de lait, mais jusqu'à la distribution des produits. Donc la filière en fait a impliqué plusieurs partenaires, d'une part une coopérative de producteurs, Poitou-Charentes principalement, un transformateur du coup de fromage et produits laitiers, qui est la laiterie de la Lémence, et puis du coup Biocop en distributeur. Donc ça a permis cette structuration de toute la filière, ça a permis aussi de relocaliser la production, puisque ça a incité des producteurs à conserver leur activité, soit à la convertir ou voire à s'installer. Ce qui était très important ici, c'était la proximité aussi de la collecte et de la transformation. Et puis tout ce qui a été dans les échanges en fait tripartites, simplement d'écoute des attentes ou des contraintes de chacun, qui a permis de pouvoir aboutir à un contrat qui soit sur plusieurs années et qui soit rémunérateur pour les producteurs de manière juste, tout en écoutant bien quand même les attentes des distributeurs. Donc c'est une histoire de compromis tout simplement. Biocop s'est aussi engagé en fait dans ces accords-là à accompagner financièrement les investissements qu'il pouvait y avoir à faire chez les producteurs ou à la coopérative. Donc c'était vraiment un engagement de leur part. Donc ça a permis cette construction, cette nouvelle filière de générer plus de 800 000 litres de lait de chèvre supplémentaire en 2017, du coup qui a permis de répondre à une partie de la demande. Un autre exemple de structuration de filière, qui est notamment soutenu par le Fonds Avenir Bio. Le Fonds Avenir Bio, donc un fonds géré par l'Agence Bio, qui justement soutient et finance et accompagne typiquement ce type de projet qui met en œuvre plusieurs partenaires et qui construit justement une filière d'amont à l'aval. L'exemple du coup que j'avais retenu et que j'avais trouvé intéressant, donc qui date également de 2015-2016 au début,
C'est un exemple dans le sud-ouest qui implique une biscuiterie, le moulin de Pivert, avec une coopérative et une coopérative. Enfin, en fait, on a vraiment différents acteurs. On a une filière animale, une filière de bovins notamment, et d'ovins. On a une filière de transformation des céréales, de collecte, et une filière du coup de transformation agroalimentaire, donc de fabrication de biscuits. Je vais aller du coup plus vite, mais qui a permis de fournir à la fois plus d'aliments pour les animaux, d'améliorer la qualité des élevages, de maîtriser le stockage, ce qui est aussi un point très important, avec un stockage dédié au bio, et puis d'améliorer la qualité des biscuits en garantissant du coup la traçabilité et la qualité de la farine. Donc voilà, je vous ai mis quelques chiffres que vous retrouverez ici, et sans compter que cette construction de filière est évidemment un argument marketing très fort pour cette biscuiterie qui le met en avant sur ses packaging. Donc on a tout un partage de valeur. La contractualisation du coup a tous ces avantages que j'ai cités, et du coup je vais aller vite parce que sinon je vais pas réussir à aller jusqu'au bout. La mutualisation, c'est un autre exemple du coup qui est intéressant, qui concerne des producteurs agricoles qui se sont regroupés pour mutualiser différentes parties de leur activité pour toucher le consommateur. C'est-à-dire que voilà, on voit qu'aujourd'hui de nombreux producteurs se mettent à transformer à la ferme. Ça nécessite de nouvelles compétences et de nouveaux investissements pour eux. Là, l'idée de ces producteurs, c'était de se mettre ensemble pour mutualiser des outils industriels éventuellement, des outils d'achat tout simplement, d'achat d'emballage, ou même de construction d'emballage, de fabrication et d'imagination des emballages. Mutualiser des recettes, donc je disais des achats, et puis surtout mutualisation des services de marketing et de commercialisation. Donc c'est Invitation à la ferme que vous connaissez peut-être, vous avez peut-être vu les produits en grande surface. Maintenant, ils sont partis de 5 fermes en 2014, ils sont maintenant 20 fermes, en fait on voit la répartition sur toute la France. Ça a permis de créer des emplois, puisque par exemple ils ont embauché un responsable technique qui du coup coordonne toute la partie fabrication sur les différents sites. Et puis ça a été du coup un énorme partage à la fois des moyens, des ressources, mais aussi humain qui est retenu. Voilà. Avant-dernier exemple du coup pour essayer de lutter contre les fraudes et de sécuriser ces approvisionnements. Là, surtout par rapport aux fraudes, je vais reprendre cet exemple en Italie. L'Italie a été victime au niveau du bio de pas mal de fraudes ces dernières années, sur l'huile d'olive, sur les céréales, et notamment par rapport aux céréales, le problème a été tellement gros qu'ils ont pris le problème à bras-le-corps. Et Federbio, du coup, une organisation bio italienne, a décidé de mettre en place un outil pour avoir le plus de maîtrise du sourcing possible. Donc c'est une plateforme, une base de données qui s'appelle Organic Integrity Platform. Ici, du coup, l'italienne, c'est Federbio Integrity Platform, qui est obligatoire pour les céréales bio en Italie, et où, du coup, les fournisseurs doivent saisir des informations. Les acheteurs peuvent y trouver, du coup, les informations dont ils ont besoin, notamment en termes de contaminants. Et donc, du coup, tous les volumes qui transitent sont recensés sur cet outil. Donc, ça permet de connaître la situation des produits bio en matière de... Ah non, pardon, excusez-moi, je suis partie sur l'autre. C'est vrai que au début, j'avais 2 slides sur celui-là. Mais du coup, c'est lié, donc... Bon, c'est pas grave. Donc, en tout cas, voilà, l'outil de Federbio a permis de sécuriser la filière céréales bio en Italie, suite aux gros problèmes de fraude qu'il y avait eu. Mais on est sur le même thème en France. Le Synabio a également créé un outil du coup au niveau de l'association. Donc, le Synabio, c'est l'association des transformateurs bio, qui est Securbio, qui est aussi une base de données qui recense toutes les analyses de contaminants des adhérents. Alors pas de tous, que ceux qui sont volontaires pour entrer dans cette démarche.
Et les bénéfices sont gros, puisque en fait, ça permet d'avoir un état des lieux des contaminations possibles des produits bio. On est bien d'accord qu'on n'a pas forcément tous les produits bio exempts de pesticides, donc ça permet d'identifier justement les risques, de pouvoir également mutualiser les connaissances et les apports que peuvent avoir ces données-là sur les différents sourcings. Et puis ça permet aux entreprises d'améliorer leur plan de contrôle et d'améliorer la pratique des opérateurs en direct pour limiter les contaminations. Donc en gros, la démarche est volontaire par rapport aux adhérents qui souhaitent s'engager dans cette démarche, et ils en retirent eux-mêmes des bénéfices puisqu'ils fournissent leurs analyses, mais en contrepartie, du coup, ils ont les résultats des analyses de tout le monde, donc ça leur permet de pouvoir se positionner par rapport à l'ensemble de la filière. Sans compter que pour le Synabio et la bio en France, cette base donc, qui marche depuis quelques années permet aussi de pouvoir être force de proposition au niveau des éventuels changements de la réglementation. Il a été question notamment dans la nouvelle réglementation de mettre des seuils de contamination au-delà desquels les produits seraient décertifiés. Et du coup, d'avoir ces données et ces niveaux de contamination peuvent permettre de pouvoir être force de proposition sur ces seuils. Voilà, ma conclusion. Dans ce contexte de croissance, vous avez bien compris qu'il fallait d'une part répondre aux enjeux de la demande, mais surtout structurer, sécuriser les filières d'approvisionnement, adapter les entreprises aussi en conservant leurs valeurs, et du coup maintenir un fort degré d'exigence si on veut garder la filière bio telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle est reconnue par les consommateurs. Donc maintenir le niveau de contrôle, limiter les fraudes, évidemment, en font partie. Voilà, merci. Super. Un exposé rondement mené, bien documenté.